mayele, bato ya bosembo, bato ya molende, bato ya bwanya, pe baye bazali na bolingo ya ekolo pe ya baninga na bango. Vital Kamerhe abengi bana baso ya Kongo tosangana po totonga Kongo ya sika. Bana ya Kongo oyaka ninge tosangana feka telemi po totonga ekolo. Merci, honorables députés, chers collègues présidents des partis politiques. Je tiens avant tout à m'excuser pour ce retard et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donner la position de l'Union pour la nation congolaise sur l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Sous les auspices de la communauté internationale, un accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région a été signé ce samedi 24 février 2012 par 11 chefs d'État de la région, RDC, RCA, Angola, Burundi, RD Congo, Rwanda, RSA, Soudan du Sud, Ouganda, Zambie, Tanzanie, ainsi qu'au titre des témoins, le secrétaire général des Nations Unies, la présidente de la Commission de l'Union africaine, le président de la SADC et le président de la CRG. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative pour laquelle nous remercions et félicitons le secrétaire général Ban Ki-moon, initiative par laquelle les chefs d'État de la région et la communauté internationale tout entière s'accordent pour reconnaître que l'issue de la crise en RDC passe par la voie diplomatique comme soutien et accompagnement aux efforts des propres filles et fils de notre pays. En effet, comme nous ne cessons de le dire, la solution à notre crise implique d'abord la responsabilité des Congolais. Elle implique en second lieu la communauté internationale pour au moins 3 raisons. Chacun sait que cette crise prend ses origines dans les conséquences du génocide rwandais de 1994 que la communauté internationale n'a pas su gérer correctement, laissant la RDC Zaïre à l'époque subir toutes celles les affres de ce drame. La deuxième raison, dire ensuite, il est au plan éthique et de la conscience humaine, normale et naturelle, que la communauté internationale se préoccupe particulièrement du drame congolais qui demeure, au plan des pertes en vies humaines, des violations massives des droits de l'homme, des violences faites à la femme, des viols, des déplacements des populations, etc., etc., l'une des crises majeures de notre temps. La troisième raison, enfin, de l'implication de la communauté internationale, aider un pays comme la RDC à sortir de cette grave crise qui handicape son développement, c'est en réalité aider l'Afrique tout entière, voire l'ensemble de la planète compte tenu des potentialités naturelles, géopolitiques et géostratégiques de ce pays. Notre satisfaction tient également au fait que nous avions nous-mêmes, au niveau de l'opposition tout entière, fortement préconisé le 18 janvier 2012, soit moins de 2 mois après les élections bâclées de novembre 2011, l'implication de la communauté internationale à travers ce que nous avions appelé autrefois le plan d'Addis Abeba, que nous avions à la tête d'une délégation composée de l'INC, l'IDPS Félix Tshisekedi, Sami Badibanga, Martin Fayoulou, Jean Lisseboussa, et d'autres opposants ayant signé cet accord. Nous avons été nous-mêmes à Addis Abeba pour sensibiliser les leaders africains sur leur implication à la suite de ces élections bâclées, qui sont en réalité, à nos yeux, un hold-up électoral. Nous notons également avec satisfaction que l'accord considère comme nous
des volets essentiels dans les initiatives à prendre pour résoudre la crise congolaise, le volet interne et le volet international. De même, il associe aux moyens de retour à la paix, la coopération et l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Enfin, l'accord indique implicitement la voie du dialogue pour promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Il rejoint ainsi à quoi l'Église catholique de la République démocratique du Congo, par le mémorandum de ses évêques, m'adressé en date du 5 février 2012, avait invité l'ensemble des forces vives du pays pour reconstruire la paix et la cohésion nationale. C'est ainsi que l'opinion unanimement préconisée par l'ensemble de la société civile congolaise demandait le dialogue national. Cependant, instruit par le passé récent et de notre histoire, celle précisément de notre quête pour la paix, nous nous devons de relever les points ci-après pour nous éviter à tous de nous engager dans des voies et des initiatives contre-productives. Ici est de rappeler que les accords de Lusaka, Sun City, la conférence de Goma, l'accord de Pretoria entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'accord de Luanda entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, dont les résolutions qui restent encore d'actualité n'ont jamais été complètement appliquées. La substance de cet accord, qui vient d'être signé, formule un certain nombre d'engagements pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour la région et pour la communauté internationale, et définit un mécanisme de suivi pour garantir la bonne fin de la mise en œuvre de ces engagements. Cependant, les prémices ou les fondamentaux sur lesquels s'appuient ces engagements nous paraissent en si fort décalage par rapport aux réalités vécues par les Congolais que l'on peut douter de leur pertinence et de leur efficacité. En effet, le premier principe de cet accord énonce que d'importants progrès ont été enregistrés en République démocratique du Congo pendant la décennie écoulée et que les processus national et régional de paix initiés ont établi la base d'une paix et d'une stabilité relative dans les grandes parties du pays. On se demande où se trouvent ces progrès lorsque l'on sait que la République démocratique du Congo est le dernier pays au monde en termes d'indice de développement humain. On se demande où sont ces progrès lorsque la RDC connaît le taux de mortalité le plus élevé d'Afrique. Le taux de scolarité en perpétuelle baisse, des cycles récurrents, des crises non seulement dans les Kivu, les 3 Kivu, mais aussi dans d'autres provinces, Katanga, Kasaï, Équateur. Où sont ces progrès quand les crises persistent en province orientale? L'accord souligne du reste les conséquences plus que dévastatrices de ces crises, en termes notamment de violences sexuelles. La RDC est devenue la capitale mondiale des violences faites aux femmes. Les graves violations des droits de l'homme, nombre de victimes, personnes tuées, déplacées, des perditions scolaires, etc., etc. Contrairement à ce qu'affirme l'accord, aucune des réformes structurelles ou fondamentales de l'État préconisées par nombreux instruments juridiques antérieurs, notamment l'accord de Sun City, n'a été réalisée avec succès jusqu'à ce jour. Qu'il s'agisse du secteur de sécurité, de la justice, l'administration de la gouvernance économique, la lutte contre la corruption, l'impunité, etc., etc. Nous pouvons aussi douter des progrès évoqués par cet accord quand nous évoquons les élections bâclées de 2011 et le déficit de légitimité des institutions qui s'est installé depuis. La résurgence et la prolifération des groupes armés que nous avons évoqués si haut, avec à Kinshasa le phénomène Kuluna. Le processus de décentralisation et le processus électoral au niveau provincial, local, urbain et municipal est en panne depuis 2006. La Cour constitutionnelle n'est toujours pas installée. Alors où sont ces progrès? De même, l'accord reconnaît que la voie actuelle n'est pas viable, ce qui traduit dans le langage diplomatique signifie tout simplement
que l'ensemble de l'approche actuelle du gouvernement pour éradiquer la crise est inopérant, y compris dans notre entendement, l'initiative de Kampala qui s'est soldée en un fiasco. L'accord élève l'opportunité de saisir la crise actuelle pour s'atteler aux causes profondes du conflit. Il ne mentionne pas clairement ces causes, mais on peut lire entre les lignes quelques-unes. Faillite du secteur de la sécurité, déliquescence de l'État, non seulement l'autorité n'existe pas à l'est de la République démocratique du Congo, comme dit l'accord, mais si l'ensemble du territoire national, y compris dans la capitale. Mauvaise, voire absence de gouvernance, etc., etc. Pour éviter de tomber dans le pessimisme, mesdames et messieurs de la presse, nous allons d'une part, pour éviter de tomber dans le pessimisme et le paternalisme et l'infantilisme politique, d'autre part, comme si les leaders congolais n'attendent que la communauté internationale vienne faire ce qui relève de leurs responsabilités, c'est-à-dire amener le pays vers le développement, nous allons épingler quelques acquis positifs de cet accord. Nous disons, indépendamment de quelques écueils relevés dans l'accord cadre d'Addis Abeba, nous soulignons quelques acquis ci-après qui nous permettraient, en tant que Congolais, de nous approprier cet accord et d'organiser un dialogue inclusif dans un esprit de réconciliation et de tolérance mutuelle pour rencontrer les objectifs ultimes que nous avons tous soulignés, à savoir restaurer la réconciliation et la cohésion nationale, restaurer la légitimité des institutions, mettre fin à la guerre. Bref, reconstruire le consensus national brisé pour permettre la gouvernance de notre pays. Ceci dit, mesdames et messieurs de la presse, de cet accord, nous dégageons trois types d'engagements. C'est adressé à la République démocratique du Congo, c'est adressé à tous les États de la région et c'est adressé à la communauté internationale. En ce qui nous concerne, l'accord nous engage, nous, la République démocratique du Congo, à 1. Promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. 2. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. 4. Le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. 5. Continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. 6. Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. Le secrétaire général des Nations Unies, la présidente de la Commission de l'Union africaine, le président de la SADC, le chef d'État signataire de cet accord engagent le président Kabila à organiser le dialogue. Sinon, par quelle voie allons-nous nous réconcilier? Par quelle autre voie allons-nous consolider l'autorité de l'État et promouvoir la réforme structurelle des institutions de la République? Par quelle autre voie allons-nous élaborer un programme minimum de gouvernement devant promouvoir notre développement économique, établir la coopération, une coopération qui valorise nos ressources naturelles, dans une coopération gagnant-gagnant avec nos 9 voisins, l'Afrique et le monde? Par quelle autre voie allons-nous instaurer une cour pénale spéciale pour sanctionner les crimes de guerre, de viol, de pillage des ressources naturelles? Nous nous demandons si tout le monde a le même entendement que nous. Mais quand nous prenons seulement une phrase de l'accord qui demande la restructuration de toutes les institutions de l'État, est-ce que nous avons compris que la communauté internationale reconnaît clairement que les institutions ici des dernières élections n'ont pas la légitimité nécessaire? En diplomatie, on ne dit pas des choses crûment. On dit et on nous demande de comprendre. Et nous avons compris qu'il faut restructurer les institutions de l'État, toutes, et alors toutes. Le président Kabila a posé sa signature au bas de cet accord
il a pris un engagement devant l'histoire et devant ses pairs africains. Donc, il doit être conséquent avec lui-même et favoriser la tenue d'un dialogue inclusif. Tout ceci, bien entendu, mesdames et messieurs de la presse, passe par la refondation de l'État et la restauration de son autorité sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas que le sort du Congo soit considéré comme une fatalité. Un autre Congo est possible, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Le vouloir ensemble et le pouvoir ensemble, c'est l'essence justement du dialogue national. Dialogue national dont le succès ne pourrait être garanti si chacun de nous se refuse à des concessions utiles. Mesdames et messieurs de la presse, l'accord engage aussi l'ensemble des pays de la région à un certain nombre d'engagements que nous jugeons utiles. Pour la région, 1. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. 2. Ne pas tolérer ni fournir une assistance à un soutien ou un soutien quelconque à des groupes armés. 3. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. 4. Renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. 5. Respecter les préoccupations et intérêts légitimes des États voisins, en particulier au sujet des questions de sécurité. 6. Ne pas héberger ni fournir une protection de nature quelconque, que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime de sanctions des Nations Unies, et faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la région. L'analyse de ces engagements écarte à nos yeux toute spéculation sur la partition et la balkanisation de notre territoire, et encore une fois, c'est à nous que revient d'imaginer les mécanismes, les politiques et les stratégies de leur mise en œuvre pour que ce qui est convenu soit respecté. Nous ne devons pas nous effrayer nous-mêmes et voir le diable partout. Quand la communauté internationale demande à tous les États de la région de respecter la souveraineté et l'intégrité de tous les États de la région, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi j'insiste qu'il nous appartient maintenant à nous de nous approprier tous ces principes et élaborer des mécanismes pour empêcher la balkanisation qui effraie tout le monde. À la communauté internationale, 1. Le Conseil de sécurité resterait saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. 2. Un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux à demeurer mobilisés dans leur soutien à la République démocratique du Congo et la région, y compris avec les moyens appropriés pour assurer la durabilité de ces actions sur le long terme et d'appuyer la mise en œuvre des protocoles et des projets prioritaires du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. 3. Un engagement renouvelé à travailler à la revitalisation de la CEPGL et à soutenir la mise en œuvre de son objectif de développement économique et d'intégration régionale. 4. Une revue stratégique de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État. 5. La nomination d'un envoyé spécial des Nations Unies pour soutenir les efforts pour trouver des solutions durables avec un plan à plusieurs volets qui permettra la convergence de toutes les initiatives en cours, mécanismes de suivi, etc., etc. Nous pensons, mesdames et messieurs, que la communauté internationale a pris un certain nombre d'engagements et c'est à nous, encore une fois, de nous approprier cet accord pour que ceci ne demeure pas lettre morte.
Faut-il attendre que la communauté internationale vienne pour nous donnions des signaux concrets de décrispation politique pour engager la réconciliation nationale, mesdames et messieurs? Faudra-t-il attendre la communauté internationale pour libérer les prisonniers d'opinion, Chalupa, Mokia, Coutinho, les jeunes qui croupissent dans les geôles à travers la République démocratique du Congo pour n'avoir rien fait? Faut-il attendre la communauté internationale pour comprendre que l'Assemblée nationale ne doit pas être la caisse de résonance de qui que ce soit, mais un sanctuaire de démocratie pour tous? Faut-il attendre la communauté internationale pour que les deux bureaux de deux chambres convoquent la plénière des députés de l'opposition et sénateurs de l'opposition pour désigner leur porte-parole et mettre en place l'organisation de l'opposition? Pourquoi nous voyons tout le mal au niveau de la communauté internationale? Ça nous interpelle nous-mêmes. Faut-il attendre que la communauté internationale vienne convoquer une réunion pour que le président Kabila comprenne qu'après les élections bâclées, il y fallu que les trois qui sont venus en ordre utile se rencontrent pour qu'Étienne Tshisekedi lui dise ce qu'il pense, Kamere lui dise ce qu'il pense et qu'il nous dise ce qu'il attend de nos propositions. Ça pourrait être un grand signe de décrispation. Faut-il attendre vraiment la communauté internationale pour que des initiatives de rapprochement entre nous soient envisagées? Nous disons, nous devons, une fois pour toutes, cesser de voir l'origine de nos malheurs chez les autres et prendre nos responsabilités pour conduire notre pays vers sa grande destinée. Et nous pensons, en ce qui nous concerne, que nous devons tout faire pour que le dialogue se tienne. Nous disons que la communauté internationale n'empêche pas au président Kabila de libérer les journalistes arrêtés. La communauté internationale ne l'empêche pas de lancer un message auprès de la Cour pénale internationale pour demander qu'on puisse clôturer les dossiers de Jean-Pierre Bemba. Ça pourrait amener une grande décrispation sur la scène politique. Est-ce qu'il faut que la communauté internationale vienne ici pour que le cardinal Mosengo soit réhabilité, lui qui a été traîné dans la boue sur le plateau de la télévision nationale? Faudra-t-il que la communauté internationale vienne enlever le cordon sécuritaire autour de la résidence de M. Etienne Tshisekedi? Nous disons non. Il est temps que nous puissions nous lever comme un seul homme, le meilleur de chacun, pour que nous puissions montrer un signal positif à notre peuple, à l'Afrique et au monde, à l'instar du Sénégal, du Ghana dernièrement, de la Namibie, du Mozambique, pour que le peuple congolais puisse avoir encore une fois confiance à nous tous. Je dis bien de la majorité, de l'opposition comme de la société civile. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que notre ami de RFI, Bruno Minas, a posé 3 questions. Mais je commence par la dernière. Bruno Minas dit que les amis de la majorité disent que le dialogue national, c'est un vide d'esprit. Alors, je me refuse de croire que les amis de la majorité sont en train de dire que le président de la République, c'est un menteur. Puisque quand le président de la République s'adresse aux 2 chambres réunies en congrès, et il dit qu'il y aura des concertations qui ne vont exclure aucune force vive du pays pour restaurer la cohésion nationale, que vous appelez ça concertation ou dialogue. Et que le président ajoute que très prochainement ou récemment, je ne sais pas comment, je vais donner le contenu de cette initiative. Vous êtes des RFI, heureusement, de la France, où l'on parle le français. Vous avez compris que le président, comme nous, a parlé du dialogue. Et donc, si quelqu'un de la majorité a dit que c'est un vide d'esprit, il vient de contredire le chef de sa famille politique. 2. Le président de la République, quand il signe un document, on ne vient pas le forcer à le signer. Il le signe après l'avoir lu et il a des collaborateurs qui le décortiquent dans tous les sens. J'estime que les jours où je deviendrai président de ce pays, qu'il plaise à Dieu, je ne peux pas aller à Addis Abeba, je ne peux pas prendre mon avion, aller à Addis Abeba, aller signer un document. Je vais exiger au secrétaire général des Nations Unies, parce que j'ai un représentant permanent aux Nations Unies,
de m'envoyer le brouillon. Je vais lui dire qu'il s'agit d'abord du Congo et que je connais mieux le problème du Congo que vous. Vous voulez nous aider, mais voici ce que moi, en tant que président de la République démocratique du Congo, j'attends voir dans cet accord. Et quand je signe, je ne reviens plus à ma signature. Et je vais donc vous envoyer au point 2 de l'accord. Cette fois-ci, je vous ai trouvé, Bruno, l'accord signé. Pour ceux qui connaissent la signature du président Kabila ou qui ne l'ont jamais vu, la signature du président Kabila est là. N'allez pas dire que j'ai trafiqué les documents. On est tous d'accord? Ok, d'accord. Maintenant, si je vous renvoie au point 2 de cet accord, vous allez répondre vous-même à votre propre question. On engage la République démocratique du Congo à promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État. Réforme structurelle, quelles sont les institutions de l'État? Y compris la réforme des finances, et on ajoute, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de la démocratisation. Par quelle autre voie vous allez le faire? Il y a problème, il y a dysfonctionnement des institutions, il y a déficit de légitimité. Une année seulement après les élections. Sinon, moi, je n'accepterai pas, si je suis convaincu que j'ai la légitimité, je suis président de la République démocratique du Congo, les institutions, les députés qui sont à l'Assemblée nationale ont été réellement tous élus et que parmi eux, nombreux n'ont pas été nommés, désignés. Mais je n'accepterai pas de signer un accord comme ça. Pourquoi on doit restructurer l'Assemblée nationale s'il n'y a pas de problème? Je voudrais dire clairement qu'en apposant sa signature au bas de cet accord, le président de la République démocratique du Congo, contrairement à ce que vous pensez, il a pris beaucoup de hauteur. Il s'est rendu compte finalement que ça ne sert à rien de continuer à faire des va-et-vient à gauche, à droite, alors que le pays n'est pas gouverné par manque de légitimité. Alors facilitons-lui la tâche, s'il vous plaît, et les gens de la majorité et les gens de l'opposition. C'est de bonne guerre. Je comprends que du côté de la majorité, ils croient que dialoguer, ça signifie perdre son fauteuil ministériel. Il y a des préoccupations fondamentales pour ce peuple qui nous interpellent depuis 1960, Kasavubu Lumumba. Nous venons d'arracher l'indépendance aux Belges. Nous avions tous condamné la gestion de la colonie. Mais qu'avons-nous fait quand nous avons eu l'indépendance? Querelle entre individus, au lieu de nous asseoir et dire quelle est la vision partagée dans nos diversités politiques et culturelles d'un Congo grand, prospère, qui sera meilleur que le Congo que nous avons hérité de la colonisation, qui était déjà au niveau du Canada, de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud. Voilà là où nous avons amené le Congo. Nous sommes juste après, si pas avant la Somalie, mais nous sommes les derniers. On a fermé le Parlement en 63. Tchombe a gagné les élections en 64. On présente Kimba, qui a été rejeté par le Parlement. Et un troisième larron arrive, Mobutu arrache le pouvoir, et on connaît un nouveau mode de gestion du pouvoir personnel. Vous me devez tout parce que c'est moi qui me sacrifie pour vous. Crise de leadership. En 90, le président Mobutu, après avoir été fatigué par la lutte menée par les 13 parlementaires, l'IDPS et nous tous, nous étions des étudiants. On nous a tabassés tous. Alors voilà que nous gagnons. Il fait un grand discours. Il dit, bon, on démocratise, vous pouvez désormais créer vos partis politiques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qui était dans ce qu'on pouvait appeler la majorité à l'époque, on fait comme ceux qui ont parlé à M. Bruno Minas. Ils sont allés voir Étienne Tshisekedi. Non, vous venez de gagner, il faut écraser maintenant les maréchals. Au lieu, puisque ce qu'on attendait à ce moment-là, c'était quoi? Le président Étienne Tshisekedi pouvait dire, peuple congolais, vous avez tout suivi, notre lutte a abouti aujourd'hui. Nous saluons les gestes des dictateurs. Vaut mieux tard que jamais.
mais encourageons-les à aller jusqu'au bout, organisons les élections libres et transparentes. Mais nous entrons dans un triomphalisme. Les gens qui étaient chez les maréchals vont à l'IMT, deviennent ministres du gouvernement en dessous des arbres. Ils minent le terrain là-bas, ils radicalisent Tshisekedi. On passe tout le temps dans des crises Tshisekedi-Mobutu. Laurent Désiré Kabila nous rattrape. Il nous fait faire un bond en arrière, on supprime les activités des partis politiques. Il meurt et on perd un grand homme le 16 janvier 2001. Vous ne le savez pas, moi j'étais à côté de M. Laurent Désiré Kabila. Je vous mets tous au défi de me dire où se trouve un seul compte en banque de Laurent Désiré Kabila. Il n'y en a pas. Un chantier, un seul à Lubumbashi, c'était la résidence officielle du président. Mais regardez ce que nous voyons actuellement. Ce qui manquait, c'était seulement la méthode. C'était la séparation des pouvoirs, la redistribution des tâches pour qu'il soit le manager au sommet. Paix à son âme. Aujourd'hui, le président Kabila va signer un accord à Addis Abeba. Et on dit à Bruno Minas que non, il n'y aura pas de dialogue, c'est un vide d'esprit. Non. Ressaisissons-nous, évitons les erreurs du passé. En ce qui concerne le M23, nous disons, on ne peut pas aller à Addis Abeba pour aller régler la question des M23 comme si tout le Congo était suspendu sur les M23. Non, faisons attention. Nous avons, nous, à l'opposition, dit que la crise congolaise a dévolé. Les dégâts collatéraux issus des élections bâclées, crise de légitimité, qui a entamé la cohésion nationale, brisé le consensus national. L'autre volet, c'est la guerre à l'Est. Et nous disons que l'accord tel qu'il est élaboré, ce sont des principes. Nous devons nous approprier cet accord pour que nous tous, et ceux qui ont pris les armes, et ceux qui ont privilégié la lutte pacifique, et la société civile, et ceux qui ont arraché le pouvoir par la tricherie, que nous nous mettions autour d'une table pour dire comment retrouver ce consensus pour une vision partagée d'un Congo qui va donner l'espoir à notre peuple. Et la question du M23 sera vidée à cette occasion. Cet accord s'adresse aussi à tous les voisins pour dire on ne veut plus entendre ni la RDC, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni n'importe quel autre pays d'apporter un quelconque soutien à un groupe armé. Et nous ajoutons, nous sommes suffisamment instruits pour comprendre que nous devons nous-mêmes élaborer les mécanismes qui vont à la fois nous éviter les erreurs du passé, où l'on prend tout le monde, RCD KML, RCD MLC, des bons et des mauvais, allez, entrer dans l'armée. Les Maïmaï, entrer dans l'armée. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Les Kadogo de l'AFDEL, entrer dans l'armée. Oui, regardez, le résultat est là. Dit Méli Mélo sans esprit de corps. Et nous disons, on doit éviter cela. Maintenant, il faut un tri pour savoir qui a vocation pour faire l'armée. Les jeunes qui ne peuvent pas faire l'armée, on va construire des centres de brigades de formation et ils vont travailler dans des brigades agricoles, des brigades de cantonnage manuel, de reconstruction des routes. Il est écœurant de voir qu'un Chinois vienne conduire un bulldozer chez nous, pendant qu'un jeune tient la Kalachnikov. Ce n'est pas normal. Nous devons transformer ces jeunes-là, qui est aujourd'hui dans les groupes armés, d'agents perturbateurs de la paix, en un agent du développement pour son pays, et prendre l'engagement de construire une armée républicaine. Nous disons Kampala. Je vous avais dit, Bruno, et ici ce n'est pas un secret, parce qu'entre un journaliste et un politicien, il n'y a pas de secret d'État. Je vous avais dit au téléphone, vous étiez à Kampala, que vous êtes en train de perdre votre temps là-bas. Ça va se solder par un fiasco. Je savais ce que je disais. Un dialogue où il n'y a pas Tshisekedi. Mosengo n'a pas donné sa bénédiction. Kamere n'est pas là, les MLC n'est pas là. Mais vous allez aboutir à quoi? Hein? À rien du tout. Soyons humbles pour nous accepter mutuellement. Les forces sont connues et si elles se mettent ensemble, le Congo va s'élever et le Congo va marcher.
La question de mon ami de RTVS, j'aime bien votre télévision RTVS, il est où? Ok, RTVS 1, ils ont même la radio. Il dit dans quel esprit l'opposition entend se présenter au dialogue, dans un esprit constructif. C'est pourquoi nous avons commencé et presque terminé les consultations au niveau de l'opposition. Et vous aviez vu, quand nous avons eu les consultations, que ce soit avec les FAC, avec les Lissanga, avec les Fayoulou, quand nous avons eu les consultations avec les MLC de Jean-Pierre Bemba, auxquels on avait associé l'UN Clément Kankou, Bomanza et Luko, quand nous avons eu les consultations avec le professeur Mampouya hier, parce que pour moi, il n'y a pas de petits et de grands partis. On a besoin des plus petits que soit pour construire. On a besoin de tout le monde. Nous avons fait une déclaration avec les MLC communes. C'est moi qui avais parlé pour le compte de l'UNC et Germain Kambinga ici présent, l'honorable Germain Kambinga, avait parlé pour le compte du MLC pour dire que nous avons trouvé des points de convergence. Et un travail de fourmi est en train de se faire. Les jours où nous allons relever la tête, c'est que la construction de la maison est terminée. Nous allons vous surprendre, nous irons et nous parlerons d'une seule voix au dialogue en tant qu'opposition. L'avenir de l'opposition. Non, moi j'aurais voulu que vous me posiez la question de savoir comment vous voyez l'avenir du Congo après les dialogues. L'opposition n'a de sens que si elle relaye les cris de détresse de notre population. L'opposition n'a de sens que si elle propose l'alternative crédible à ce qui existe, un projet de société. Et donc, nous de l'opposition, nous irons au dialogue avec des propositions claires, mais aussi avec un programme minimum d'urgence sur le plan social et humanitaire pour dire que ce pays doit être géré désormais pour le seul compte du peuple congolais. Et donc, en sortant de là, nous allons, nous l'opposition, continuer notre travail de surveiller le gouvernement, de rappeler le gouvernement à l'ordre et de faire des contre-propositions, bref, être les contre-pouvoirs au pouvoir en place. Je sens que vous pensez que je ne vous ai pas dit la vérité, mais c'est ça la vérité. Et je crois que les amis de la majorité peuvent se tranquilliser. Nous n'allons pas pour partager le pouvoir. Nous allons pour remettre de l'ordre après le désordre électoral dans nos institutions. Vous avez dit que l'opposition et la majorité, nous parlons de l'armée, mais apparemment, nous ne lançons pas la mobilisation. Non, vous êtes mal informés. Les amis de la majorité ont lancé la mobilisation générale par la bouche du président de la République pour que les jeunes entrent massivement dans l'armée. Vous voulez que je vous donne le bilan? En ce qui concerne tous les Kivu, 17 jeunes ont répondu à l'appel. 17. Ça veut dire quoi? À Kinshasa, je vous laisse le soin RTVS 1 de me dire s'il y avait engouement, vous auriez déjà vu ça au niveau de la RTNC. Ça doit faire réfléchir le président de la République et les amis de la majorité quand même. Mais ils vont entrer dans quelle armée? Cette armée où nous voyons les familles au camp Kokolo construire des huttes entre les maisons de l'ONATRA de l'époque, où l'on loge dans une chambre 5 familles. Se passent des choses terribles sous vos yeux à côté du palais du peuple ici, au camp Kokolo et dans d'autres camps. Quelle armée où le militaire blessé n'est pas pris en charge? Les salaires modiques? Vous connaissez les émoluments des militaires. Est-ce qu'on doit commencer par le recrutement ou par l'assainissement pour que ceux qui sont là soient d'abord dans de bonnes conditions? Il faut construire d'abord les casernes pour ceux qui sont là, les mettre dans de bonnes conditions, ou alors ajouter encore la misère à la misère, puisque si le nombre s'accroît pour le même revenu, je n'apprends rien aux économistes, la part de chacun va s'amoindrir et les difficultés vont s'accroître. Donc nous, de l'opposition, nous avions dit cet appel à la mobilisation générale de l'armée avait déjà été fait à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila. Il y avait eu engouement ici, au stade, sur l'avenue Triomphale. Et vous vous rappelez de la mésaventure de Kassangoulou. Des jeunes non entraînés, on les amène sur les champs de bataille, c'était une boucherie humaine. Il faut revisiter l'histoire pour éviter de répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Nous avons de bons soldats formés dans des grandes écoles
qui ne peuvent pas rentrer, qui sont à Brazzaville, les ex-phases, qui sont en Europe, des grands officiers. Mais on va chercher où qu'ils viennent et qu'ensemble nous puissions, dans ce dialogue-là, élaborer la matrice d'une vraie armée républicaine. C'est cela que nous devons faire parce que moi, Vital Kamerhe, l'Union pour la nation congolaise, le MLC, l'UDPS, nous ne sommes pas des militaires. Mais nous devons faire appel à des experts pour nous donner le type d'armée qui convient à la menace à laquelle notre pays fait face. Voilà donc, nous ne ferons jamais d'appel pour s'enrôler dans l'armée, sinon, le seul appel que nous pouvons faire, c'est l'interpellation pour que nous construisions une armée républicaine. L'opposition politique ne demande pas au pouvoir de lui désigner un porte-parole ni de l'organiser. L'opposition politique demande au pouvoir de lever les obstacles à la désignation du porte-parole. C'est simple, pour ceux qui ne le savent pas, les règlements intérieurs qui étaient l'alibi favori du président de l'Assemblée nationale et de tous les amis de la majorité est déjà sur la table des présidents des deux chambres depuis bientôt 2 mois. Ce que nous demandons est que l'on convoque tout simplement la plénière des députés nationaux et des sénateurs pour que, s'il n'y a pas consensus, la loi portant statut de l'opposition est claire, on passe au vote et il y aura forcément un porte-parole. Donc la question est simple. Mais en attendant, Clément Kankou et les autres amis de FAC avaient dit la même chose et je suis d'accord avec eux. Nous l'avions dit aussi avec l'MLC. Qu'est-ce qui nous empêche de procéder par une désignation politique, quitte à faire entériner cette désignation le moment venu par l'Assemblée nationale? C'est aussi un moyen de pression pour montrer qu'effectivement l'opposition est organisée, mais c'est le pouvoir qui ne veut pas du porte-parole qui n'est pas à son goût. Je vous donne partiellement raison. Nous sommes interpellés, nous de l'opposition, et je crois que votre message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. La première question que vous avez posée a été précédée par une affirmation. Je vous remercie. Nul n'est prophète chez soi. Vous vous rappelez que nous avions parlé du dialogue et nous avons dit très tôt que ça ne sert à rien d'engager sur le terrain militaire nos militaires, notre armée qui est déjà infiltrée par des opérations de brassage et de mixage. Nous n'aurons jamais de victoire militaire avec une telle armée que nous avons entrepris à désorganiser nous-mêmes. Dialoguons. Le dialogue, ce n'est pas une honte. Je vous remercie. Maintenant, quand vous me dites, quand le président l'a dit le 15 décembre 2012, personnellement, j'ai salué ces gestes de grandeur. Mais c'est la suite qui a toujours posé problème au Congo. On annonce une mesure, ça suscite beaucoup d'espoir dans le cœur des Congolais. Il n'y a plus de suite. Et tout de suite, les récupérateurs commencent. Monsieur le Président, j'ai un montage qui peut traduire un peu ce que vous avez voulu dire, alors que vous n'êtes pas dans le cœur du Président. Alors on l'embrouille, chacun vient avec son montage et on se retrouve avec des concertations commencées par Évariste Bochab, l'honorable Évariste Bochab. Et nous avions donné notre position, c'était, je l'ai dit trop tôt, que c'était des concertations avortées. Et l'avortement a été constaté, puisque le président de l'Assemblée, Obé Minakou, pendant que son secrétaire général, il y a quand même un peu une broglio, on ne sait pas qui passe avant qui, puisque Bochab est secrétaire général du PPRD. En principe, dans le parti, il est le chef de Minakou. Minakou est secrétaire exécutif de l'AMP. Dans la coalition, Minakou est au-dessus de Bochab. Donc ce sont des choses trop compliquées. Alors il vient, il dit non, non, ce n'est pas vous, c'est moi. Alors il commence à son tour à appeler les gens. Et nous avons dit ni l'un ni l'autre n'a qualité pour ce genre de choses. Et que pour Minakou, c'était
des concertations mornées. Et la preuve est là, ces concertations se sont arrêtées. Et on nous a dit non, il s'agit de concertations dans les institutions. Vous, Kamere, vous ne pouvez pas empêcher le président de l'Assemblée. J'ai dit alors. Et l'honorable Bochab vient faire quoi là-dedans? Il est aussi chef d'une institution. Nous n'empêchons pas au président de la République de convoquer les députés. Il l'a fait à la cité de l'OIA. C'est de l'INC, son parti. Je pense, l'honorable Bitakoura, vous étiez là. C'est d'IMLC, je les ai vus. C'est des libéraux, son parti. Quelques amis de l'IDP, c'est courageux, je crois, 2 ou 3 étaient partis, d'autres ont hésité. C'est de bonnes guerres, on comprend. Mais quand le président de l'Assemblée nationale demande au président du groupe parlementaire de venir en concertation chez lui, honorable Bitakoura, est-ce que je vous ai déjà interdit d'aller voir le président de l'Assemblée nationale? Donc si ce sont des concertations dans les institutions, qu'ils restent dans les institutions. Mais si ça devient des concertations politiques, il faut y mettre la forme. Le président Mobutu savait respecter ses adversaires politiques. Comment expliquer Tshisekedi, poids lourd, très virulent à l'époque, encore jeune. Il était plus virulent que maintenant. Mais Mobutu arrivait à le faire arriver au palais de marbre et encelé. Parce qu'il envoyait des émissaires, il mettait la forme, il faisait en sorte que quand le vieux va venir et ses amis ne soient pas compromis, ni ne tombent dans un piège. Voilà comment on peut jouer avec les politiciens. Il ne faut pas nous prendre pour des sujets de quelqu'un. Non, vous êtes chez vous, vous dites, bon, je vous convoque tous, venez. Nous venons. Mais de quel droit vous nous appelez? Voilà, il y a un problème. Il faut qu'on comprenne. Nous voyons en France, le président de la République consulter l'opposition, mais il y met la forme. Je voyais Sarkozy quand il recevait Michel Rocard. Il s'est levé, il allait l'attendre sur le perron, il le saluait. Il dit, Monsieur Rocard, je voudrais, compte tenu de votre expérience, votre intelligence, conduire telle commission pour les bénéfices de la France. Mais Hollande vient de le faire avec Raffarin. C'est lui qui est allé débloquer les voyages de Hollande en Algérie. Alors donc, comment nous sommes incapables de ce genre de choses au Congo? Nous n'avons pas dit non, mais nous demandons qu'on nous respecte, tout simplement. Alors, je crois qu'il y avait encore une autre question. Il n'y en a pas. C'est bon. Il y a d'autres questions? Okay. J'ai compris la question. D'abord, je commence par vous dire que je ne suis pas porte-parole du président Étienne Tshisekedi. Mais ce que je dois vous dire, le président Étienne Tshisekedi avait souligné à haute et intelligible voix qu'il y a crise de légitimité parce que c'est lui qui a gagné. On lui a volé sa victoire et que très rapidement, il faut qu'on puisse lui restituer son impérium. Ce que moi je peux dire avec la petite intelligence que Dieu m'a donnée, c'est que l'impérium, on peut le conquérir aussi par des voies moins douloureuses, moins désastreuses. Nous avons vu, au Bénin, ce n'est pas pour effrayer le président Kabila, hein? Au Bénin, le président Kérékou avait été défenestré en plein dialogue national. Donc, rejeter le dialogue pendant... Et ça, c'est vous qui le dites, il n'y en a pas encore dit qu'il l'a rejeté. Hein. Donc, ces lieutenants peuvent le dire. Mais moi, je voudrais que lui-même le dise à haute voix. On ne peut pas rejeter le dialogue quand on doit aller parler du Congo. Ici, le décor qui est planté avec un médiateur international neutre, avec un groupe d'experts congolais, je dis bien la société civile, la société savante de Freddy Moulumba, il fait une émission sur Télé 7 avec le professeur Milala et tous ses amis. Ils maîtrisent bien nos questions. Les églises, mais ces gens-là peuvent être un bureau d'appoint à la médiation, un décor ainsi planté. Mais M. Étienne Tshisekedi avait participé au dialogue à Sun City. Pourquoi ne participerait-il pas à un dialogue si les termes de référence sont bien définis? On lui dit, on va parler de vérité des urnes, on va parler de l'avenir du peuple congolais, de la fin de la guerre. Pourquoi? Nous disons le peuple d'abord. C'est ça le slogan des campagnes de l'IDPS, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, vous me posez la question si j'ai foi à nos voisins. Mais j'ai foi en Dieu, monsieur, un point trait. J'ai foi en Dieu.
Le reste, dans la diplomatie, c'est le domaine des intérêts. Il ne faut pas aller dans la diplomatie avec les sentiments, non. Mais n'attendez pas que le Rwanda vienne vous dire ce que vous devez être. C'est à vous de dire ce que nous sommes et ce que nous voulons demeurer. Et le faire valoir dans les concerts des nations. Bon, prenons si le Kivu est déstabilisé. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'arranger le Bas-Congo? Les deux Kasaï. Bon, maintenant les Katanga aussi atteints. Bon, maintenant prenons l'Équateur. Pourquoi l'Équateur est abandonné? Pourquoi les Bandundu de Gizeng est abandonné? Ça, c'est le Rwanda encore? Non. Pointons-nous d'abord nous-mêmes les doigts accusateurs et dire que nous devons dire non à la bêtise, non aux querelles stériles entre opposants et majorité société civile. Mettons-nous ensemble et donnons à ce peuple un Congo fort, prospère et qui va répondre à ses attentes. Vous dites le M23 Kampala, si succès, bénédiction, non. L'accord du 23 mars, il faut commencer par là, n'engage pas l'ensemble du peuple congolais. C'est un accord privé entre les gouvernements et les CNDP, s'il vous plaît. D'abord, vous de la presse, vous n'avez jamais écrit ça ou dénoncé cela. Est-ce que le 23 mars 2009, le M23 existait? C'est le CNDP qui avait signé l'accord, oui ou non? Donc s'il y avait évaluation à faire, ça devait être entre le CNDP signataire d'un côté et le gouvernement de l'autre côté. Par quelle magie nous sommes arrivés à l'évaluation de l'accord? Le gouvernement avec sa délégation, dans laquelle on trouve le président du CNDP, s'il vous plaît, le sénateur Mwanga Chuchu, lui dit qu'il n'y a pas de problème. Lui, le signataire de l'accord du 23 mars. Il est membre de la majorité. Le CNDP est toujours membre de la majorité jusqu'à ce jour. Et les députés du CNDP ont été validés pendant la guerre. Pendant que le député élu de l'UNC, Bakungu Mitondeke, a épurgé 1 année de prison pour avoir seulement gagné les élections. Le péché qu'il a commis. C'est très grave. Et donc, il y a un imbroglio sur le plan juridique qu'on doit nous expliquer. Qui doit évaluer quoi au nom de qui? Alors nous disons tout ça, ça ne nous intéresse pas. Que tous ces amis-là viennent autour d'une table, puisque là on est en train d'aborder une question qui ne trouvera pas de solution là-bas. Il faut la mobilisation de l'ensemble des forces vives. Tous les Congolais, le gouvernement y compris, pour que nous puissions dire à tout le monde, nous devons mettre fin à la guerre. Tous les groupes armés, désormais, vous devez déposer les armes parce que nous allons ensemble construire un état de droit où les gens vont s'exprimer librement, où les gens vont recouvrer leurs droits sans recourir aux armes. Votre maison, on vous l'arrache et vous êtes sûr qu'en allant chez les juges, vous allez avoir raison. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment expliquer Michel Kabeya est chez lui à la maison, en train de discuter avec Babala? On lui téléphone pour lui dire, monsieur, vous n'êtes plus député. Oh, je ne suis plus député, comment? Non, tel vous a remplacé. Il n'a jamais été convoqué à la Cour suprême. Il y a problème dans ce pays. Et vous allez dire qu'il n'y a pas de matière pour dialoguer. Nous déposons une plainte en annulation de l'élection du président Kabila. On balaye ça du revers de la main et on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, nous devons dialoguer parce qu'il y a effectivement des problèmes. Nous ne devons pas tous et nous nous refusons puisque la voie de l'INC, c'est la voie pacifique. J'ai comme l'impression que les amis du pouvoir prêtent beaucoup plus attention à ceux qui ont pris les armes. C'est ce qui avait été rapporté à Bruno Minas pour dire que c'est de l'opposition. Quand il n'y a pas de dialogue, c'est un vide d'esprit. Les M23 qui ont pris les armes, quand il n'y a pas de dialogue, ça c'est très intéressant. Nous discutons à Kampala et sont des partenaires intéressants. C'est très grave. Très grave. Et je dis même, c'est une forme de trahison vis-à-vis du peuple congolais pour notre gouvernement. On peut aborder, c'est la question du mécanisme qui avait été prévu. Il y a 2 mécanismes qui sont prévus là-dedans. Un mécanisme sur le plan national, de mise en œuvre, on demande à Kabila de le faire, le gouvernement actuel. Nous disons non. La communauté internationale n'est pas censée ignorer que le président Kabila, dont la légitimité est contestée, ne peut pas mettre en place un tel comité de suivi
ça va poser des problèmes. Ce comité va sortir aussi des discussions au dialogue national. Les mécanismes 11 plus 4, c'est-à-dire 11 États plus 4 organisations, nous disons, c'est bien, mais nous craignons que la lourdeur et la contrariété des intérêts entre États au sein de ces mécanismes ne puissent bloquer le travail qui lui est dévolu, celui d'évaluer périodiquement les tâches pour qu'il y ait d'une part la paix, d'autre part le développement dans la région des Grands Lacs. Donc au dialogue, nous devons revenir là-dessus pour savoir comment ficeler tout cela, pour éviter que ces mécanismes ne puissent ressembler au rapport des experts des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles et le commerce illicite des minerais à l'Est. C'est depuis 2002 ou 2003 que ce rapport a été rendu public. Le Conseil de sécurité n'a poursuivi aucune entreprise alors que les entreprises ont été nommées dans ces rapports. Alors nous ne voulons plus qu'on vienne nous dire, on a dit ceci, et c'est comme ça que moi j'ai dit, soyons malins, puisqu'on nous a donné des fenêtres d'opportunité. Disons à la communauté internationale maintenant comment nous voyons les choses à partir des propres principes qu'elle a émis. Nous devons par exemple dire à la communauté internationale que pour nous, quand vous dites promouvoir la réconciliation nationale, la démocratisation, la tolérance, mais nous avons tous compris qu'entre les lignes, vous nous avez dit qu'il y a problème au Congo, les gens doivent se réconcilier. On va se réconcilier où? Chacun restant chez lui ou en se rapprochant. Et quand on se rapproche, on ferme la bouche ou on parle? On parle, donc on doit dialoguer. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre question, des points saillants. Donc nous n'allons pas discuter sur le dialogue souverain ou national ou quoi, non. Ce que nous voulons, c'est le contenu. Et pour nous, ce dialogue doit avoir une médiation neutre. Et pour nous, l'opposition, nous avons dit de préférence une capitale proche de Kinshasa. Puisqu'à Kinshasa, comme lieu du dialogue, on va nous matraquer la nuit dans nos maisons et nous ne serons pas libres. Nous disons deux, ces médiateurs doivent être encadrés par des co-médiateurs et par un bureau d'appoint d'experts congolais, parce que les Congolais connaissent mieux les problèmes des Congolais que quiconque. Nous disons trois, le format est connu. C'est l'opposition, c'est la majorité, c'est la société civile, c'est les groupes armés, c'est les Ignélés, dont 4000 se trouvent dans la Likwala, c'est les ex-MLC, ex-phase qu'on empêche de venir ici parce qu'ils sont sur une ligne, une liste noire. Tout ça, les petits autres groupes armés, qui Katakatanga, ceci, cela. Mais est-ce qu'on doit résoudre d'abord M23 pour attendre et revenir pour le Katanga, revenir pour le Punya dans le Maniema, revenir pour la province? Non. On doit créer des petites entités et que tous ces groupes armés-là soient représentés et qui viennent et prennent la décision de déposer les armes. La diaspora qui s'est battue pour la démocratisation de notre pays. Nous disons que le dialogue doit traiter de deux grandes questions. Les dégâts consécutifs aux élections mal organisées et la fin de la guerre. Deux grandes commissions. Commission institutionnelle, où nous aurons la CENI, parce que nous ne sommes pas encore d'accord que la majorité se tape la part des lions. La CENI, par définition, doit être une instance qui garantisse à tout le monde de gagner et de perdre. Ça ne doit pas refléter les forces. Sinon, les forts vont rester éternellement forts et ça sera comme ça jusqu'à la fin des nuits des temps. Nous disons, nous allons parler de la suite des élections. Au nom de quel mandat le Sénat continue à exister? Au nom de quel mandat les gouverneurs de province sont là? Au nom de quel mandat les assemblées provinciales sont là? Au nom de quel mandat les administrateurs du territoire nommés en 2006 sont là? Alors on est en train de nous entraîner dans une dérive. Et nous disons, nous allons parler de la gouvernance. Nous allons élaborer un programme minimum pour le peuple congolais. Nous allons, dans ce dialogue-là, donner la matrice pour la mise en place de notre armée républicaine. Donc le contenu du dialogue, c'est aussi
de dire qu'il y aura des sous-commissions qui vont constituer chacune un thème à traiter. Le contenu du dialogue, c'est de dire que ce sont les médiateurs, les co-médiateurs qui vont présider les commissions et les sous-commissions. La composition des bureaux des sous-commissions sera zébrée, c'est-à-dire l'opposition, la société civile, et les questions vont remonter en plénière. Le comité préparatoire doit auparavant rédiger le projet de résolution, le projet de l'accord, pour que quand nous allons nous retrouver, nous avons une mallette où il y a des documents. Il suffit de les lire et quand on va commencer à discuter, les choses vont aller vite. Merci beaucoup. Commençons par la fin. Moi, je croyais que notre ami Martin Mouyamba, par solidarité des organes de la presse, vous alliez, comme vous avez l'habitude de le faire, même à travers le journal Le Potentiel, J+, on a fermé Canal Fiti Télévision le 28 novembre à 21h 2011 pour 10 jours. Faites le calcul, ça fait une année, combien de mois aujourd'hui? Personne ne le dit. Vous êtes coupable aussi. Ah, voilà, c'est vous qui devez le dire. Moi, j'ai pris l'habitude de m'oublier et de parler du peuple congolais. Et vous en avez la démonstration. Parlez aussi un peu pour moi. Dites à Freddy Moulumba et vous-même parlez un peu pour moi, pour cette télévision. Vous êtes écoutés et peut-être notre ami ministre de l'Information va concrétiser sa décision. On nous a demandé de racheter la fréquence en disant que la transaction que nous avions faite n'était pas régulière. Mais une fréquence, une télévision achetée par X, aujourd'hui Télé 7, mais ça appartient à un certain nombre de propriétaires, d'actionnaires. Mais s'ils décident de vendre, est-ce qu'ils ont le droit de vendre, oui ou non? Ils vendent. Il faut seulement informer le ministère de l'Information et les autres organes intéressés. C'est ce qui s'est passé. Alors on nous dit non, maintenant il faut payer encore. Je suis allé prendre un crédit à la banque que je ne sais pas rembourser. J'ai payé, on m'a donné un récépissé. Au secrétariat du ministère de l'Information. Et on nous a dit on ouvre demain. Ah, monsieur le ministre, ah non, je suis en route pour la Chine. Il revient, monsieur le ministre, ah non, je suis en route pour l'Afrique du Sud. Mon frère, j'ouvre demain. Après, il nous écrit une lettre au directeur général qui est là, pour dire oui, on ne va pas ouvrir parce qu'il y a une enquête, il y a 3 mois, hein. On est en train de mener une enquête sur l'actionnaire principal de Canal Futur qui serait membre actif du M23 ou je ne sais pas de quoi. J'avais aussi ri comme vous. Donc voilà. Et après, donc nous attendons l'issue de l'enquête. Et il a dit c'est une enquête administrative. Et là, il faut dire au ministre que la personne de la télévision est distincte de la personne de ses actionnaires. C'est le droit élémentaire. Donc, si un actionnaire a volé, on ne va pas le fermer la télévision parce qu'un actionnaire est attrapé en ville et en train de voler. La télévision va continuer. Donc, faites quelque chose pour nous. Maintenant, je reviens à votre question principale. Donc, vous dites Télé 7 avec le professeur, avec Freddy Moulumba, vous avez dit, oui, l'accord vient confirmer là-bas. J'ai suivi ça. Mais moi, je suis un homme libre d'esprit. J'ai été formé à l'université. J'ai donné cours à l'université. Ce n'est pas Freddy Moulumba, ni vous, ni le professeur qui doivent lire l'accord qui est écrit en français et en anglais pour moi. Et on peut commencer la lecture avec vous, du début à la fin, et qu'on me montre quelle est la phrase qui inquiète et qui traduit la fameuse balkanisation. Et moi, je me suis permis de relever justement les recommandations aux pays de la région, les principes dont nous devons nous saisir, même s'il y avait idée de balkanisation. Il faut savoir faire la diplomatie. Nous passons notre temps à pleurnicher. C'est à nous de dire à la communauté internationale ce que nous voulons. Et moi, ma stratégie est simple. Je me base sur le principe que je suis en train de lire là-bas. On dit respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Renforcer la coopération, machin, ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États. On s'adresse à tous les pays. Le Congo comme le Rwanda, comme l'Angola, comme tout le monde. Et donc, quand il y a des principes comme ça, vous pensez vraiment que c'est la communauté internationale qui va venir se mettre à la place du gouvernement congolais, à la place de l'armée congolaise, à la place du peuple congolais pour empêcher la balkanisation? Bien, c'est nous-mêmes qui devons dire maintenant qu'est-ce que nous devons faire. Justement, pourquoi ce dialogue est intéressant, au lieu qu'il ne se passe seulement au niveau de votre télévision, mais qui se passe entre les différents acteurs politiques,
pour qu'ensemble, nous ayons une vision partagée de ce que nous voulons de ce Congo fort, non balkanisé. N'ayez pas peur. Il ne faut pas non plus effrayer les gens. Et que pour moi, Télé 7, d'ailleurs je suis l'une des rares personnes qui vous lance les mabanga à chaque fois, n'est-ce pas? Ça vous parvient, n'est-ce pas? J'ai commencé avec Congo Web, maintenant vous pouvez m'inviter. J'avais pris un congé avec la presse, maintenant vous pouvez m'inviter, je vais venir. Alors, donc ce n'est pas que j'ai refusé, non. J'avais pris un temps de méditation. La méditation est terminée, maintenant on peut y aller. Donc, soyez aussi humbles, nos amis de Télé 7. Dites à mon ami Freddy Moulumba et aux professeurs d'être humbles, d'être des démocrates, de ne point considérer que leurs paroles sont des paroles d'évangile. Quand ils ont parlé, plus personne ne peut parler, ne peut dire le contraire. Là, ils deviennent aussi des dictateurs. Ils doivent accepter d'être contredits. C'est des chocs des idées que jaillit la lumière, mon cher ami de Télé 7, j'ai dit, et je vous remercie. Je ne suis pas ni chaud ni froid. Je suis chaud. Je suis tiède peut-être, mais je voudrais dire, et ce n'est pas vous qui allez me contredire, il n'y a jamais eu en matière de relations internationales un accord parfait. Ça n'a jamais existé. C'est le plus malin qui tire la couverture de son côté. L'accord est là. C'est à nous d'élaborer les stratégies, les mécanismes pour que nous ne soyons pas, une fois de plus, les dindos de la farce. La communauté internationale nous a empêchés d'appliquer les recommandations de Sun City. À Sun City, c'était entre nous, non? On a convenu de mettre en place l'armée républicaine. On a convenu de faire vérité et réconciliation. On a convenu de mettre fin à la gabegie financière. On a convenu de respecter les droits humains. On a convenu de mettre à la place une institution d'éthique. Est-ce que tout cela, il faut que la communauté internationale vienne le faire à notre place? Commençons par là. À la conférence de Goma, toutes les communautés, pour la première fois, se sont tolérées. Elles étaient là. J'étais le président de la commission des sages. Et les groupes armés, tous étaient là, ont accepté un certain nombre de recommandations et un accord a été signé. C'est le suivi et l'application qui ont posé problème et la guerre a repris. Et donc si on ne tire pas les leçons de Sun City, de Lusaka, de Luanda entre le Congo et l'Ouganda, de Pretoria entre le Congo et le Rwanda, ça c'est, on vient de me souffler, c'est le 15e accord. On doit faire d'abord la comptabilité de tous les accords, voir tout ce qui avait été accepté par tout le monde, en interne comme en externe, versé dans notre dialogue. Puisqu'il y aura un dialogue interne, mais il y aura aussi un dialogue externe avec les voisins. Nous devons nous dire les choses en face, mais pour que nous soyons en position de force, s'il vous plaît. Nous avons vu le président Kabila partir plusieurs fois. On a vu Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, partir plusieurs fois. On a vu Lambert Mende, avec sa verve oratoire, qu'on lui reconnaît, partir plusieurs fois. Mais nous avons toujours été roulés dans la farine. Pourquoi? Nous avons un leadership faible. Et quand je dis leadership faible, les gens croient que je fais allusion à Kabila. Non, j'ai fait allusion à l'ensemble de la classe politique congolaise. Depuis 1960, nous ne nous acceptons pas pour que les meilleurs d'entre nous puissent constituer ce leadership qui sera la locomotive du Congo qui va se faire accepter. De grâce que ces dialogues nous permettent de sortir, renforcer en légitimité, en cohésion. Et si nous allons rencontrer cette fois-ci le président Kagame, nous allons lui dire, voilà, vous avez dit ce que vous voulez pour le Rwanda, voici ce que nous voulons pour la République démocratique du Congo. 1, 2, 3, nous sommes d'accord. Nous sommes divergents sur le point 3, point 4. Que faisons-nous? Faites une concession, je vais en faire une. C'est comme ça qu'on négocie. Il ne faut pas toujours un Congo où nous sommes à genoux constamment. Nous, nous voyons un Congo grand, comme le Brésil, en Amérique latine. Je dis, je vous remercie. Est-ce qu'il peut nous garantir que demain, ce dialogue ira dans le sens respect de la Constitution? Non, il ne faut pas être pessimiste. Nous, de l'opposition, nous avons été les premiers le 18 janvier 2012 à préconiser le dialogue pour redonner la légitimité aux institutions ici des élections bâclées. Nous n'avons pas été compris et Paul Diakès l'a répété tout à l'heure. J'ai été diabolisé, mais j'avais vu les choses avant tout le monde. Je ne vais pas me jeter les fleurs. J'avais salué le fait que le président de la République ait dit la même chose le 15 décembre 2012. Mais nous devons l'encourager à aller jusqu'au bout. Il doit être conscient
que lui comme nous sommes des sujets de ces dialogues parce qu'il y a problème, nous sommes contestés mutuellement et qu'aucun d'entre nous ne doit s'ériger en médiateur vis-à-vis des autres. Il doit être humble et comprendre que l'humilité, ça précède toujours la gloire. Sinon, la Constitution, ça sera le prix à payer justement pour ce dialogue-là. Il n'y a pas de prix à payer quand on aime son peuple. Quand on aime son peuple, on va partout où la paix le commande. Est-ce que c'est plus humiliant pour le président Kabila de s'asseoir avec Kamere, avec Tshisekedi, que de s'asseoir avec les M23, Kampala et le Rwanda? Qu'est-ce qui est plus humiliant? Qu'on nous réponde. Quand nous nous disons on va dialoguer avec Kabila, nous ne voulons pas dialoguer avec Minakou et Bochab. On nous dit ah non, 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 vous ne voulez pas du dialogue. Mais de quel droit le président doit croire qu'en parlant avec le président de M23 en tête à tête à Kampala, il lui fait cet honneur. Et il estime que son grand frère ou son père, Etienne Tshisekedi, ici, constitue de la peste. Et que Kamere constitue de la peste. Non. Il faut que les gens autour de nous tous nous encouragent à aller dans le sens de convergence positive pour mener le pays. Le carrefour ensemble nous. Nangana loba, puisque Batebele, Oyo, Baoka Monoko, il y a français de Toligno, le Barbango Boy. Communauté internationale et sali accord na Addis Abeba. Accord mokote na mokili Oyo Yanzambe et c'est Salema Oezali parfait. Makamba malamu ezaka na kati, makamba mabe ezalaka na kati. Ya tolobi Congo ezali mboka na biso, ezali nde biso moko nde foto loba et loko nini tolingi pona Congo. To bana ko bwaki la secrétaire générale mabanga te ke yo alingi ateka Congo, ateka ndenge nini. Na accord balobi ba respecter souveraineté na biso. Na accord balobi faut se réconcilier. Na accord balobi faut ba restructurer ba institution nyonso. La kisi ke ba élection ndenge salimaki ba institution toza nango eza na légitimité te. Mais pourquoi baninga mususu ba ko saisir ata moi ba principe ya mike wana te po baloba non? Il faut to solo là pour tango masolo ko sila na bolingo toza nango na peuple congolais to yoka na ndenge ni to kamba mboko yo po peuple alembi kofingana, peuple alembi maloba na biso, peuple alembi sikoyo to la kisa depuis 60 lelo okoyoka Kasavu buna Lumumba bebani. Belge ça ke na ye atikeli biso Congo na niveau ya Canada na Afrique du Sud na Corée du Sud. Olie baloba lokola batikeli biso mboka munene Kasavu Lumumba toza ba enemité ndeko tosa ndenge nini. Ngai atake ba communiste baza sima na ngai yo ba capitaliste toko dribbler bango mais toluka oyo tokosala pona peuple na biso. Est-ce que ça c'est compliqué? Après Tchombe a gagné l'élection, bah Pekissi a comme premier ministre. Après Mobutu alobi non, ngana ukabola pouvoir na mutu mokote, ikozala kaka yangai moko. Etienne Tshisekedi a mené l'élite, na ba Kyungu, na Bangalula Pandazila, 13 parlementaires. Mobutu a sali discours, il y a Goloba Longwe na impère, a démocratisé Mboka. Au lieu de encourager, non, to radicaliser position na biso, Mobutu atali a bien, bato yo sodo na tiki ba kobomangai, a bizongi simate. Donc il faut que vous si Kabila a sali déclaration le 15 décembre, à lobby il faut que vous solo. Mais beaucoup encouragé que vous solo bobangi ça a été. Donc que vous solo, na masolo na to bongisa. To koyeba ndenge ni to kende liboso. Ya to lobby ezala Kamere, ezala Kabila, ezala Tshisekedi, faut to ça ba concession. Mboko yo ezali ya Kabila te, ezali ya Tshisekedi te, ezali ya Kamere te. Ezali ya peuple congolais, toza ko nyoko la peuple yo. Tomi bossa na nanu ata 5 minutes tokanisa peuple nde yango nazoloba epe nalobaki na président Kabila eloko yo asakana nango te o bafingaki cardinal na télévision nationale. S'il vous plaît monsieur le président oko perdre eloko moko te réhabiliter cardinal bato bafingaki basenga pardon publiquement ya mibale tolobi Jean-Pierre Bemba ki changala njere na yo mutazwaki 42% quand même. Il représente une grande frange de la population. Il y a un lobby. Ce qu'on lobby, c'est un pénal international. Si il s'agit de pour toi, est-ce que ça m'a fait? C'est une réunion entre Bissot. Est-ce que ça m'a fait? Pour te préparer le dialogue. Tala oyo to lobela ki lelo yangwana. Bato babangate, to fongola miso, mota okabola Congo azalité. L'espoir des Congolais.